Merci Emmanuel, merci à tous. C'est vraiment un immense honneur d'être à cette tribune et pouvoir vous parler de cette expérience, une expérience scientifique, une expérience humaine, comme vous verrez dans la dernière partie du topo. Encore une fois, je suis honoré de tout ça, et je vais commencer par rendre hommage à un grand scientifique, une personne humaine, un pionnier, et les pionniers n'ont pas toujours un rôle facile, mais c'est Charles-Marie Gros, ancien montpelliérien, devenu alsacien fidèle, qui a créé en 1963 la scénologie. En 1973, il a développé l'enseignement de la scénologie. En 1976, il a fondé la Société internationale de scénologie. En 1981, il a créé la revue Scénologia, et j'en passe. Il faut toujours rendre hommage aux anciens qui ont été les pionniers. Alors, vous imaginez bien que c'est un exercice difficile de résumer en une demi-heure 30 ans de progrès. Je vais évidemment faire une sélection extrêmement synthétique de quelques disciplines. J'ai voulu vous montrer ici ce que j'appelle la constellation multidisciplinaire autour des cancers du sein. Vous voyez qu'on part de l'épidémiologie, mais il y a l'anapathie, l'imagerie, la génétique. Après, il y a tout le trépied thérapeutique classique, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Et en bas, il y a les recommandations, le développement des RCP, les plans cancer, tout ce qui tourne autour des soins de support dont on parlera en fin d'exposé, les thérapies ciblées. C'est immense. J'essaye de retenir de tout ça des éléments scientifiques importants et quelques expériences personnelles. Et je me rappelle, on se rappelle tous, des multiples congrès dédiés qu'on a pu oublier pendant 2 ans, mais qui ont été toujours la source d'un enseignement riche, d'un échange important. Et on était enthousiaste de revenir d'outre-Atlantique avec des idées nouvelles, des prospectives de traitement, des informations à appliquer dans la pratique de tous les jours. On faisait les synthèses le vendredi, on disait on va appliquer ça lundi dans nos services. Vous voyez tous les congrès européens, tous les congrès américains. On va peut-être y retourner, même si effectivement, comme je dis en bas, c'est un tsunami d'informations qui est parfois difficile à sélectionner. Et ici, vous voyez le nombre énorme de publications qui a été fait depuis des années 90, 94 jusqu'aux années 2015, 2019, et l'augmentation très importante de ces travaux et la difficulté de rester au courant. Et dans tout ça, je vais mettre une pointe d'ironie, une pointe de rigueur, peut-être due en mon pays d'adoption initiale, l'Alsace, parce que je vous rappelle qu'il est important d'être rigoureux, d'avoir un esprit critique, indépendant, de vraiment vérifier pour chaque publication, pour chaque présentation, la réelle pertinence des données, de prendre en compte des facteurs culturels, des facteurs économiques qui peuvent influencer de façon importante les choix thérapeutiques, et de vérifier bien la concordance entre résultats préliminaires et publications définitives. Combien de fois on a vu des abstracts intéressants, motivants, innovants, mais qui n'ont jamais abouti à une publication pour des problèmes méthodologiques, pour des problèmes divers. Et de penser de plus en plus, tout le monde y pense, aux vraies données de vie réelle par rapport à des essais parfois quelque peu artificiels. Et naturellement, se méfier d'Internet, se méfier des fake news. Ici, je vous retrace, comme ça, de façon légère, mais de très grandes polémiques, parfois très dures, très vives, dans les congrès, dans les publications, dans la presse médicale et du grand public, sur multiples sujets, la chémoprévention, les signatures moléculaires, le bénéfice du dépistage, les indications de la chimio néoadjuvante, la mastectomie prophylactique, le THS, et j'en passe, en radiothérapie, sur les CCIS. Il y en a plein, mais c'est important de comprendre que la médecine n'est pas toujours évidente, c'est pas toujours evidence-based medicine, et il faut se rappeler quel est le rôle de la patiente dans tout ça. 2 mots d'épidémiologie.
Ce sont les dernières données publiées il y a un mois par le CIRC, ici même, à Lyon. C'est désormais le cancer le plus fréquent au monde. 2,3 millions de nouveaux cas en 2020, 11,7% de tous les cancers, 530 000 cas en Europe, un problème de santé publique majeur dans tous les pays occidentaux. Mais c'est peut-être le mode de vie occidental qui est en partie la cause de tout ça. La sédentarité, le surpoids, le manque d'activité physique, la suralimentation, l'alcool, le tabagisme, le faible nombre de grossesses, c'est notre mode de vie qui a changé. C'est, pour faire une comparaison, la décadence qu'a fait l'Empire de Rome quand ils se sont assis sur des valeurs qui n'étaient plus les mêmes de ceux qui avaient conduit à l'éclosion de l'Empire. Le cancer du sein en France, c'est maintenant 58 500 nouveaux cas en 2018. Ce sont les derniers chiffres qu'on a de disponibles. Ce sont pour les invasifs. On estime qu'il y a à peu près 7 à 8 000 cancers in situ associés, 12 000 décès, à peu près un tiers de tous les cancers féminins. Ça touche entre une femme sur 8 ou une femme sur 9, selon les études. L'âge moyen, il est passé à 63 ans, mais quelques années de moins pour les in situ. Il faut se rappeler qu'à peu près 7% des femmes ont moins de 40 ans lors du diagnostic, et on a l'impression clinique que ce chiffre a tendance à augmenter. À peu près un quart ont moins de 50 ans, et un autre quart a plus de 70 ans. Donc, d'où l'importance du prochain congrès aussi pour les âges extrêmes, pour évaluer ces données. L'incidence est standardisée en 2020. Ça a été publié dans un papier tout récent de l'EJC qui est un open access, 164 sur 100 000 en France et 194 sur 100 000 en Belgique, le plus haut taux d'Europe. Juste un mot concernant le cancer du sein chez l'homme, 1% des cas, âge moyen 66 ans. Deux papiers qui sont très importants pour vous donner quelques chiffres récents. J'ai résumé ici 30 ans d'évolution. 1990, 30 000 nouveaux cas. 2018, près de 60 000. Donc, 95% d'augmentation. Par contre, en parallèle, diminution progressive de la mortalité. Et plus spécifiquement, augmentation du taux de guérison. Tous stades confondus, on est à 87% à 5 ans, 80 en 90, 76 à 10 ans. Survie de plus de 95% pour toutes les tumeurs de moins d'1 centimètre. Donc, augmentation de l'incidence de 1% par an, mais diminution de la mortalité de 1,3% par an. Quelques mots sur les histoires familiales et les prédispositions génétiques. En fait, quand on fait des études observationnelles, on voit qu'à peu près 30 à 35% des femmes présentent dans leurs antécédents un antécédent de cancer du sein au premier et ou au deuxième degré. Et ce chiffre grimpe à 45% chez les femmes de moins de 50 ans. On estime qu'environ 8%, voire 10% selon les études, des femmes présentent une mutation génétique, BRCA1, BRCA2, PALB2 ou autre, et ce taux augmente naturellement chez les femmes de moins de 40 ans et surtout celles qui ont un cancer triple négatif. Vous savez que ces gènes sont présents dans 1 à 2% de la population générale et qui contribuent à l'intégrité génomique. Les mutations perturbent cette fonction et font augmenter le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Alors, 30 ans de découverte en génétique, c'est 3 dates fondamentales, on pourrait dire. C'est 1990, l'étude de King qui découvre le gène BRCA1. Après, c'est Wooster en 1995 dans Nature, BRCA2, et 2014, Antoniou, PALB2. D'autres gènes plus rares existent, évidemment. Globalement, on peut considérer que le risque relatif de survenir d'un cancer du sein pour cette population est de 5 à 8. L'imagerie, quelques points. Je me suis concentré juste sur le dépistage. Je n'ai pas parlé de l'IRM, je n'ai pas parlé des améliorations de la mammographie, de la tomosynthèse, etc. et des prélèvements. Juste l'historique du dépistage, parce qu'en fait, ça corrèle tout le reste. Ça a apporté une amélioration fantastique de la qualité des mammographies. Ça a été débuté en 1989. 3 départements pilotes. Le début du dépistage national en 1994 avec l'instauration d'un contrôle qualité très important. Grosse œuvre aussi de Brigitte Serradour dans ce domaine. Et création du cahier des charges du dépistage national avec une rigueur extrêmement importante par rapport à d'autres types de dépistage. Et depuis 2004, déploiement national. Et donc prise de conscience, même au niveau du grand public, de l'importance de le dépistage et la prévention à travers la philatélie,
Bon, je suis passionné de philatélie, entre autres, même si je n'ai plus le temps pour l'instant, ça sera pour ma retraite, qui n'est pas tout de suite. Donc, 1995, le fameux timbre américain, First Class, qui marche toujours, qui est toujours en vente. Après le dépistage en France, le dépistage au Luxembourg. Juste pour vous rappeler, historiquement, aux USA, en 1982, 134 appareils de mammographie. En 1990, 10 000. Donc l'explosion de la mammographie dans les années 90. Alors, autour du dépistage, il y a une polémique très importante, je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais simplement vous citer l'étude MyPeps que vous connaissez, représentée en France par Suzette Delaloge, qui est un nouveau concept de dépistage personnalisé, adapté. Donc, en fait, par une combinaison de facteurs cliniques, radiologiques et génétiques, on arrive à déterminer 4 populations qui sont respectivement à bas risque, à risque modéré, à risque élevé et à très haut risque, pour lesquels on va adapter le dépistage. C'est donc un dépistage à la carte. Quelques mots d'Anapat. Mais c'est corrélé aussi, c'est exactement corrélé au développement du dépistage. Parce que le taux de d'in situ, il est passé de 2% dans les années 80-90 à environ 14-15% dans les années 2010-2020. Et le taux d'envahissement ganglionnaire sur des observatoires qu'on avait fait en 2001, 2002 et 2007, 2008, il a baissé de 44% versus 32%. Et surtout, c'est la proportion de fort envahissement ganglionnaire, PN2, qui a baissé. Il y a eu d'énormes avancées en Anapat sur l'étude des marges, sur l'étude du ganglion sentinelle à partir des années 2000, sur la prise de conscience de l'hétérogénéité importante des cancers du sein infiltrants, mais même in situ. Je rajouterai également le rôle du stroma, cher à Pierre-Marie Martin, le développement des récepteurs hormonaux. Pourquoi ? Parce que ça a changé du type de dosage qui était quantitatif avec la biochimie, qui est passé progressivement à l'immunohistochimie, les dosages d'HR2, soit par immunohistochimie, soit par amplification du gène selon Fish, donc avec des critères différents d'un pays à l'autre. Et l'analyse du Ki-67 qui devient de plus en plus importante, mais pour laquelle on a des problèmes de cut-off. Et les dernières recommandations de Saint-Galen, il y a un débat parmi les experts où le cut-off est mis soit à 20, soit à 30 pour une indication de chimiothérapie. Vous voyez que les débats sont encore ouverts. Et vous voyez qu'actuellement, si vous comparez un compte-rendu d'Anapat de 90 par rapport au compte-rendu actuel, le compte-rendu actuel est extrêmement précis, extrêmement coordonné avec la taille, la teinte ganglionnaire, le grade, la présence d'emboles, facteur très important de rechute loco-régionale et à distance, et donc une combinaison avec le Ki-67. Et c'est surtout aussi l'avènement de la nouvelle classification AJCC 8 en janvier 2018, mais qui n'est pas encore complètement actualisée, complètement en routine. Il y a un processus très lent d'appropriation des données d'application dans le terrain. Et ici, on voit qu'on fait donc un changement entre la classification classique TNM et on inclut le grade, on inclut les marqueurs et on inclut le score, le recurrence score, donc au type DX, pour catégoriser à nouveau les tumeurs et essayer d'optimiser donc les sous-types. Vous voyez le luminal-like, luminal A, luminal B avec différentes caractéristiques, le HR2-like, le basal-like, et probablement encore arriver à personnaliser mieux les indications de traitement, notamment de la chimiothérapie. Un autre énorme progrès, et là j'ai mis non pas 30 ans, mais 60 ans, c'est le progrès de la chirurgie. On ne s'en rend pas compte également actuellement, mais de la mastectomie radicale ou au traitement conservateur, ça a été une bataille terrible. Ça a été un conflit idéologique majeur, une bataille d'hommes, d'opinions, d'articles, d'insultes. Et ça a été pour les femmes un énorme progrès, grâce aussi, bien sûr, au diagnostic précoce. Si je rappelle, en 1978, Simon Schraub, au niveau du registre du Doubs, rapportait 15% de traitements conservateurs, seulement 15%. En 2007-2008, avec Krishna, on a fait 2 observatoires différents, on a abouti à peu près aux mêmes conclusions, environ 75% de traitements conservateurs, que ce soit
pour les cancers infiltrants et les cancers in situ. Dans sa publication, il avait comparé nos deux séries et on était pratiquement au même taux. Les différences sont en fait justement sur la proportion d'in situ. Et je vous rappelle qu'en même temps, à la même époque, si on prend des données américaines, on était à 43% de mastectomie à la Mayo Clinic à Rochester et 44% de mastectomie à Moffitt Center à Tampa en Floride. Donc, situation complètement différente. Je rappelle qu'encore une fois, Charles-Marie Gros, en 1972, avait organisé un premier symposium à Strasbourg sur le traitement conservateur. Ensuite, Henri Poujol et Jean-Bernard Dubois, en 1984, avaient organisé un autre symposium sur le traitement conservateur à Montpellier. Je rappelle deux grands pionniers, deux grandes figures du traitement conservateur, Bernard Fischer à Pittsburgh et l'NSABP, Umberto Veronesi à Milan, à l'Istituto Nazionale Tumori, à l'époque, après c'était l'Institut européen, deux grands essais, le NSABP B06, le Milan Trajan, caudentectomie versus mastectomie. Juste un mot, juste cette courbe, 13 ans de recul, pour les T1, N0, même résultat, même taux de survie, c'était la démonstration que c'était possible de proposer une chirurgie non mutilante. Les résultats de traitement conservateur se sont améliorés par de multiples facteurs. L'optimisation du repérage radiologique, la qualité de l'exérèse chirurgicale qui est corrélée à l'amélioration de l'analyse anatomopathologique rigoureuse, la surimpression, on le reverra, on en a parlé beaucoup ce matin en session de radiothérapie, l'adjonction des traitements systémiques. Et donc, actuellement, on peut dire qu'à 10 ans, on est à des taux entre 5 et 8% selon les séries de rechute locale. C'est un progrès important. On connaît les facteurs de risque de rechute locale. Je vous cite simplement l'étude de Darvold à Boston, qui remet en évidence l'importance de l'hétérogénéité du cancer du sein et donc les tumeurs luminales versus les tumeurs HR2 versus les triples négatifs, et l'importance de l'âge, facteur indépendant de rechute locale dans le cancer du sein, corrélé également à un autre facteur qui est la composante in situ extensive. Deux mots sur la chirurgie conservatrice. Ici, c'est l'oncoplastie, un développement important qui, dans des mains expertes, réduit le taux de mastectomie, réduit le taux de réintervention, réduit les déformations esthétiques. Donc, un apport considérable pour le bien-être de la patiente. Je ne parlerai pas de reconstruction. Il y a une très belle session, notamment avec la présentation d'Emmanuel demain. Juste une photo. Juste une photo, comme quoi la reconstruction peut être une renaissance physique, une renaissance psychologique. C'est une de mes patientes qui a fait ce magnifique tatouage. Je trouve que c'est vraiment symbolique. La chirurgie axillaire, énorme désescalade depuis une vingtaine d'années. Dans le H-tête et puis le mastectomie radicale modifiée, on est passé de 16 à 20 ganglions prélevés, 10 à 12, et puis il y a eu l'avènement du ganglion sentinelle, une révolution pour les T1N0 dès 1998, avec la corrélation en anapathe de la détection de micrométastases, moins de 2 mm, ou les macrométastases. Ici, une étude de Munich sur les variations de la chirurgie axillaire entre 2002 et 2016. Vous voyez sur 43 000 patientes. Et vous voyez qu'en 2005, les courbes se croisent. Le ganglion sentinelle, la pratique du ganglion sentinelle dépasse le curage. Et puis vous voyez qu'il y a un taux stable, la courbe en vert, d'environ 18 à 20% de ganglion sentinelle suivi de curage, évidemment, en cas d'atteinte importante. Demain, Christine Tunon de Lara vous parlera, lors de la session sur les recommandations, de la question pratique, que faire en cas de ganglion sentinelle positif. J'ai mis 3 essais, la COSOG, l'étude de Galimberti, l'étude Amoros. Juste petite réflexion critique sur le nombre de patients, le nombre de sites, le nombre de patients par étude, par centre. Petite réflexion critique, mais qui a son importance. Cette désescalade de la chirurgie axillaire a eu pour but l'amélioration de la qualité de vie avec un énorme bénéfice pour les patientes. Le taux de lymphœdème est passé de 20 à 25%, selon les études, à 2 et 2,5%, et en plus de moindre importance. Il y a eu maintenant une amélioration extrêmement importante de la mobilité du membre supérieur, une réduction des douleurs,
une amélioration des troubles de la sensibilité et surtout, et on en parlera dans les problèmes de réinsertion professionnelle, une amélioration des capacités à reprendre le travail ancien et surtout aussi la pratique sportive. Quelques mots sur la radiothérapie. Je vais être bref, ne vous inquiétez pas. Radiothérapie post-mastectomie, radiothérapie après chirurgie conservatrice, surimpression et fractionnement. Une dia sur la toxicité. La méta-analyse de l'EBCGT, Oxford, donc 2014, sur Sir Richard Peto, très importante en 2014, parce que c'est la première fois par rapport aux méta-analyses précédentes qui n'avaient pas mis en évidence le bénéfice de la radiothérapie en raison d'une toxicité trop importante et d'une comorbidité qui affectait la mortalité par cancer du sein. On met en évidence que pour les tumeurs avancées, PN2, il y a un bénéfice avec une réduction du risque de rechute locorégionale de 19% en valeur absolue et surtout un gain en mortalité de 9% à long terme, à 20 ans. Et vous voyez qu'en plus, les courbes divergent. C'est le fameux effet carry-over qui se retrouve également pour les tumeurs PN1. Et je me rappelle très bien qu'Alain Fourquet avait défendu cette position dans beaucoup de congrès par rapport aux collègues nord-américains. Et c'est exactement les mêmes résultats. Il y a un continuum logique dans l'évolution de la maladie. Et donc, on voit que le bénéfice de la radiothérapie est quasiment aussi important, avec 16% de réduction en termes de récidive locale et 8% d'amélioration de la mortalité à long terme. Donc, également, très bon effet de la radiothérapie après chirurgie conservatrice, absence de radiothérapie, 35% de rechute, avec la radiothérapie, 19%, mais ça, c'est des données anciennes. Comme je vous disais, actuellement, on est à des taux beaucoup plus bas. Et ici, traduction également en amélioration à long terme de la survie. 2 mots sur l'essai du Boost Trial de l'ERTC, étude européenne, avec plus de 5000 patientes. Vous voyez qu'il y a une différence significative, surtout chez les femmes jeunes, disons jusqu'à 60 ans. À 60 ans, ça se limite, mais ça reste encore significatif. Mais le delta est moins important, on en reparlera aussi demain soir. 2 diapos seulement sur l'in situ. Donc, même résultat, exactement le même parallèle. La radiothérapie réduit d'à peu près 50% dans les 4 études majeures qui ont randomisé, qui ont réuni plus de 4500 patientes, le taux de rechute, que ce soit invasif ou in situ, à peu près 50% dans les cas. Et vous voyez ici que dans la méta-analyse publiée dans le JNCI, on a donc à 10 ans de recul un bénéfice absolu de 15% de réduction de la récidive locale. Et ce bénéfice augmente au fil du temps. Juste un mot, une diapo sur la toxicité de la radiothérapie. On en a longuement parlé ce matin. Elle est très faible avec les techniques modernes. Elle est surtout extrêmement basse si on exclut comme facteur de comorbidité le tabac. Et c'était la présentation à San Antonio en décembre 2016, publiée dans le JCO de 2017 de Caroline Taylor, qui avait montré de façon extrêmement précise que chez les non-fumeurs, le risque était pratiquement nul en termes de second cancer du poumon et de pathologie cardiaque à long terme. 2 mots sur les schémas hypofractionnés. C'est quelque chose d'important, c'est une vraie révolution ces dernières années. Les Anglais ont été pionniers avec les Canadiens, 3 grands essais. Et donc ça, c'est l'essai canadien de Timothy Whelan, 40 degrés en 16 fractions de 2,67 degrés versus le schéma classique de 50 degrés, 25 fractions. Exactement les mêmes résultats en termes de récidive locale et de survie globale à long terme, publié en 2010 dans le New England, actualisé, une étude de 1200 patientes. Donc ça, c'est maintenant le schéma de référence pour beaucoup de patientes en Amérique du Nord. En même côté, au Royaume-Uni, un royaume plus ou moins uni, 35 centres, 2000 patientes, le Start B, pratiquement le même schéma, 50 degrés, 25 fractions versus 40 degrés, 15 fractions, donc 3 semaines de 2,66 degrés. Exactement les mêmes résultats. Et ça, c'est en train de devenir le schéma de référence dans l'Europe du Nord. Après, il y a le problème qu'un certain nombre de ces patients, à peu près la moitié, ont eu un boost. Donc ça complique un peu les choses. Mais quand même, c'est une grosse révolution par rapport au traitement étalé qu'on faisait avant. 2 mots sur l'hormonothérapie.
Donc vous savez que 80% à peu près des patients sont RH+. Le tamoxifène a été utilisé dès 1975 et les premières études en 1980. Et puis encore une fois, les méta-analyses d'Oxford ont été très très instructives. Et on a vu une efficacité du tamoxifène, d'abord 2 ans versus rien, 5 ans versus 2, puis dans certains cas, certains essais ont montré 10 ans plus bénéfiques que 5 ans. Alors c'est surtout en termes de rechute, en termes de décès, que ce soit en préménopause ou en post-ménopause, que les résultats sont similaires. Mais il y a un bénéfice un peu plus important pour les PN+, d'après plusieurs études. Ici, c'est très clair, vous voyez que le delta, il est de 13% à 15 ans en termes de réduction du risque de récidive et de 9% en termes d'amélioration de la mortalité. Après, il y a tout le problème de l'adhérence au traitement. On en parlera beaucoup avec les effets secondaires. C'est un des thèmes du congrès. Les antiaromatases se sont développées dans les années 90-95 avec un très grand battage médiatique. 2 grandes catégories, stéroïdiennes, non stéroïdiennes. Des essais, 3 grands essais sur une durée globale de 5 ans avec différentes combinaisons. Et puis déjà, le MA17 de Paul Goss, où on avait l'idée de faire 50 traitements de tamoxifène suivis de létrozole ou de placebo. Donc déjà un concept d'hormonothérapie prolongée. Avec Anne Le Sur, on avait fait une étude analytique de ces essais. À l'époque, on s'était quand même rendu compte qu'il y avait des problèmes méthodologiques, parce que, par exemple, le taux d'envahissement ganglionnaire était assez différent d'une étude à l'autre, donc le niveau de risque des études et des résultats était quand même différent. Et aussi, il y avait des problèmes concernant le taux de récepteurs. Dans certaines études, on n'avait pas le dosage des récepteurs, donc ça pouvait biaiser les résultats. Et encore en plus, dans les CATAC, par exemple, il y avait beaucoup de patientes anglaises qui n'avaient pas eu de curage, qui n'avaient pas eu de radiothérapie, donc complètement des standards différents par rapport aux standards français. Mais bon, ça avait l'importance d'exister. En fait, on se rend compte que dans les essais avec les antiaromatases, on a une amélioration de la survie sans récidive, mais qui n'est pas énorme, 3-4%. Il n'y a pas de différence en survie globale. Les études sont comparables. Le profil de toxicité est différent, on en parlera longtemps par rapport au tamoxifène. Mais par contre, on se rend compte, en pratique quotidienne, et quand on a quelques années et quelques cheveux blancs, les effets secondaires sont importants. Le taux d'abandon du traitement, il est de l'ordre de 15 à 25%. Donc il faut adapter la posologie, adapter les modalités de traitement. Et la question cruciale, c'est actuellement pour quelle patiente on a un bénéfice à poursuivre au-delà de 5 ans. Peut-être la N+, mais ce n'est pas certain. Quelques mots sur la chimiothérapie. Encore une comète pour vous dire que donc on est parti du CMF, de Bonadonna, on a eu l'apogée des anthracyclines, l'introduction des taxanes, quelques autres drogues. Mais vraiment, ça, c'est l'escalade. Je remercie Caroline Cuvier parce que ça m'a inspiré son topo, cette progression. Vous voyez que c'est vraiment step by step. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 ans? Ici, donc, les années 80, c'était vraiment le règne des anthracyclines. Et encore une fois, dans la méta-analyse d'Oxford, on a vu qu'il y avait une réduction à 10 ans de 12% pour les rechutes et de 10% pour les décès. Et le bénéfice était par contre beaucoup plus important chez les femmes jeunes de moins de 50 ans. Après, dans les années 2000, ça a été la vraie révolution des taxanes. 4 grandes études, 2 avec le Taxol, 2 avec le Taxoter, qui ont donné finalement, dans la méta-analyse de De Laurentiis publiée dans le JCO en 2000, une amélioration globale de la survie de 3% et de la survie sans récidive de 5%. Ça correspond au palier que je vous avais montré sur le diagramme précédent. 2 mots sur la chimiothérapie néoadjuvante, utilisée d'abord pour des grosses tumeurs, T2, T3, non accessibles à un traitement conservateur. Ça a été le premier but. Progressivement, les indications se sont élargies à des tumeurs plus petites mais plus agressives histologiquement, notamment les triples négatifs, les HR2 positifs, souvent avec des emboles, souvent avec des grades 3, et parfois avec des schémas de dose dense. Et jusqu'à présent, on n'a pas démontré d'augmentation de survie, notamment par rapport au traitement classique dans les essais américains B18, B17. Mais c'est en train de changer. Et il y a des études très importantes, notamment celles développées par Simmons ou MD Anderson, qui ont montré que la réponse tumorale et l'index
RCB, Residual Cancer Burden, était vraiment capital pour évaluer le pronostic à long terme. En cas de bonne réponse, le pronostic est excellent. En cas de réponse intermédiaire ou moyenne, le pronostic est malheureusement très mauvais. Et là, on est dans une situation très difficile. Alors, il y a aussi tout un phénomène de désescalade, de personnalisation de la chimiothérapie actuellement grâce aux signatures moléculaires. Il y en a 4 actuelles. Et il n'y a pas de bénéfice apparemment pour les femmes ménopausées qui ont un risque clinique élevé et une signature génomique favorable. La situation est un peu plus confuse pour les femmes jeunes. Il y a beaucoup d'études en cours, il y en a 2 notamment avec Oncotype DX pour les patientes N- et les patientes avec un faible envahissement ganglionnaire. Les résultats sont en cours d'analyse et d'autres publications vont arriver très, très bientôt pour sélectionner au mieux les indications. 2 mots sur l'herceptine. Un papier fondamental de Denis Lamont en 87 dans Science, développement des grands essais, ERA-Trial, NSABP B31, pour aboutir en fait à une méta-analyse tout récemment publiée qui montre qu'avec l'herceptine, on a un gain sur le taux de contrôle de 9% et de 6% sur la survie. Voilà, ça c'est la science pure et dure. Pour terminer, un retour à l'humanisme, un retour avec une cancérologie curative mais d'accompagnement. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas que les taux de survie, qu'il n'y a pas que les années de survie. Il y a la qualité de survie qui est importante et qu'il faut probablement soutenir mieux nos patientes pour une prise en charge de nombreux symptômes qu'ils ont, parfois ignorés, parfois minimisés par nous tous. Et il y a des expériences, des histoires de vie qui ont changé la perception des choses. Et j'introduis l'apport fondamental physique et psychologique de l'activité physique adaptée. Vous verrez pourquoi. Et je rends hommage ici à Daniel Serin qui a fait un énorme travail avec Umberto Veronesi sur l'analyse de ces troubles, d'une nécessité d'une approche globale de la personne pour une meilleure qualité de vie physique, psychologique, sociale, en intégrant donc les supportive care, les soins de support pendant et après la maladie. Ça ne s'arrête pas à la fin du traitement. Et ça a été important pour pouvoir intégrer dans le premier plan cancer lancé par Jacques Chirac en 2003-2007 et la circulaire de 22 mai 2005 mentionne pour la première fois l'importance de l'accès aux soins de support. Et moi, j'ai eu personnellement une révélation au Breast Cancer Symposium le 8 septembre à San Francisco. Il y avait une session l'après-midi et ça a été une session qui m'a vraiment fasciné parce que c'était la première fois où je voyais toute une session consacrée à l'impact de l'activité physique et de l'hygiène alimentaire après un cancer du sein. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que l'activité physique est un complément important pour les traitements spécifiques de la maladie et elle améliore la qualité de vie, l'état psychologique, les capacités physiques et le maintien de l'indépendance. Pour la femme, c'est très important dans le travail, dans la famille. Et combinée à l'hygiène alimentaire, elle diminue la prise de poids due au traitement, due à la ménopause précoce, réduit les risques d'ostéoporose, réduit les risques de rechute et augmente la survie. On peut faire n'importe quel sport qui vous plaise. Il faut vraiment inciter nos patientes. Vous voyez, il y a tout un panel, il y a les arts martiaux modifiés, il y a le vélo, il y a les sports aquatiques, la gym, la marche, le rugby adapté. Et c'est déjà un principe que les Romains connaissaient bien, mens sana in corpore sano, c'était déjà décrit. Et je vais vous dire 2 mots sur le Dragon Boat. C'était une expérience improbable. Ça a été une rencontre entre l'équipe de Florence, que je connaissais bien parce que j'avais fait des conférences dans cette ville merveilleuse, et nos équipes de Reims. On a fait une conférence le 4 décembre 2008, il y a des gens dans la salle qui y étaient, où on a fait un échange avec les Dames de Florence. On a créé quelques temps après une association Ensemble pour elles, où on a mis en place un Dragon Boat, donc une pirogue d'origine chinoise, où 15 à 20 pégayeuses pratiquent, après traitement d'un cancer du sein, un combat de tous les jours. C'est faire équipe pour combattre la tumeur du sein. Et en fait, le Dragon Boat, ça permet de ramer ensemble, de surmonter la peur, d'apprendre, de se soutenir, et donc, en fait, de briser les tabous et de retrouver une autre vie après le cancer. Cela a abouti à une aventure folle à la régate de Venise, la Vogalonga, 32 km sur la lagune de Venise. On les a préparés pendant 9 mois et un équipage est parti. Ça a été filmé. Il y a eu un film magnifique qui a été
projeté sur Thalassa. Nous irons à Venise le 17 mars 2011. Ça a été une aventure extraordinaire. Et ça m'a changé quand même ma perspective par rapport aux patientes. Donc en conclusion, il y a eu des très grands progrès techniques ces 30 dernières années, du point de vue diagnostique, du point de vue thérapeutique. L'amélioration de la prise en charge des femmes est indiscutable. Sur la découverte précoce, encore une fois, le diagnostic précoce, le dépistage, la personnalisation des traitements, mais aussi sur la prise de conscience d'un accompagnement, d'un soutien pendant, après la maladie, un maintien optimal de la qualité de vie qui est devenu une préoccupation quotidienne. Depuis le 21 juillet 1977, la Société française de cénologie et de pathologie mammaire se bat pour vaincre cette maladie qui nous touche tous, de près ou de loin. Nous allons poursuivre tous ensemble ce chemin, en unissant nos efforts, en partageant nos connaissances, nos expériences, dans un esprit d'échange, de multidisciplinarité et d'amitié, comme aujourd'hui, en se retrouvant après 2 ans de confinement. Donc il y a beaucoup de changements en cours, beaucoup de jeunes collègues qui nous ont rejoints. Le futur est chargé d'espoir pour poursuivre de grands projets de recherche clinique, de prévention, de formation des médecins, d'information des patientes, de la presse médicale et non médicale. Voilà, j'ai fait une synthèse comme j'ai pu. Je vous remercie pour votre attention. Je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser cette présentation, à tous les amis du bureau et du CA, à Esther, à Caroline, et un grand merci à Béatrice, Michel et Laurence pour leur fidèle présence et leur dévouement. Merci.